Amis futurs rentiers, amis futures rentières, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui, tu te rappelles, a vocation à te rendre libre financièrement. Au stade de cette vidéo, tu as validé les 7, non pas péchés capitaux, mais critères capitaux pour aller visiter le bien que tu as en ligne de mire. Voyant que toutes les cases étaient cochées, tu as donc pris rendez-vous pour aller visiter ce fameux bien qui, au vu des chiffres, pourrait bien, dis donc je le dis souvent, être le bon. Si toutes les cases sont effectivement cochées, c'est bel et bien, encore, la visite de ce bien, encore, qui va te permettre de finaliser ou pas ton potentiel investissement. Petit conseil du jour avant toute chose, désolé mais je pense que c'est important car finalement, avec le temps, je crois que je me suis un peu attaché à toi. Alors garde toujours à l'esprit que qui va lentement va sûrement et qui va sûrement va loin. Donc tu l'as compris, il ne faut jamais, jamais te dépêcher de faire un investissement. Surtout que là, comme je dis toujours, on n'achète pas une baguette. Je te dis ceci parce que des fois, l'agent immobilier ou le vendeur essaie un petit peu de te mettre la pression durant la visite pour qu'en gros tu leur fasses une offre à la fin de la visite. Ils t'expliquent qu'ils ont déjà eu 40 offres en une demi-heure, voilà. Ouais, bref, en gros, ils essaient de te foutre un peu la pression. Donc moi, ce que je te dirais, c'est simplement que dans l'immobilier, il y a et il y aura toujours des bonnes affaires. Donc, patience, mes amis. Bon allez, j'arrête pour mes leçons de morale aujourd'hui. Revenons à nos moutons. Donc, tu rentres dans ta bagnole direction la visite, et c'est là que ton autoradio se met en marche et te dit, je ne sais pas si tu m'as vu arriver, Magnéto, Serge. Donc nous voilà partis pour visiter notre fameux bien. À ce stade, je te partage encore la to-do list, oui, je fais des to-do list de tout, des choses sur lesquelles je suis particulièrement attentif. Premier point, je valide qu'effectivement l'endroit où est implanté le bien semble agréable à vivre. C'est d'ailleurs pour cela qu'à chaque rendez-vous dans un lieu que je ne connais pas, pour une visite, je pars facilement une bonne demi-heure, voire une heure entière avant, afin de visiter les alentours de mon potentiel bien. Si je repère quelques points désagréables ou moins sympas, rue étroite, proximité d'une route très fréquentée, magasin qui ferme, bar bruyant à côté et j'en passe, je note sur mon petit calepin, oui, j'ai un petit calepin et oui, je note tout. Et ce sont des questions que j'aborderai et mettrai en lisibilité surtout auprès du vendeur pour qu'il m'explique et me partage notamment des retours de locataires, mais aussi et surtout pour que psychologiquement, dans sa tête, il se dise que oui, peut-être ce point pourrait justifier une baisse de prix de sa part. En gros, je le travaille un peu pour lui dire que je vais peut-être lui faire une proposition, mais aussi surtout une proposition qui ne sera pas au prix demandé. Deuxième point, je valide qu'effectivement l'appartement et le reste s'il y a, comme les communs, la façade, sont eux aussi agréables à vivre. Ici, bien que tu aies vu des photos préalablement avant d'aller faire ta visite, il te faut quand même faire confiance à ton instinct, je dirais. Donc je vérifie que si moi j'étais locataire, eh bien je m'y sentirais tout simplement bien. Que ça soit en termes de luminosité, de taille des ouvertures, de l'état des radiateurs par exemple, radiateurs électriques je te rappelle, et aussi au niveau de l'isolation phonique par exemple, que cela soit entre les étages et également il me suffit d'ouvrir et de fermer la fenêtre pour voir si j'entends le dehors. Et puis se dire aussi qu'avec un peu de déco de ce bien, j'arriverai facilement à m'y projeter et à m'y sentir relativement bien. Et surtout pour longtemps, puisque tu as bien compris, c'est bien notre objectif. On fuit la vacance locative. Nous, quand on a un locataire, on veut un bon payeur et qui y reste longtemps. J'applique cette sensation de se sentir bien, si tu veux, à la fois pour l'appartement, mais également pour les communs, s'il s'agit d'un appartement en résidence notamment. Petit partage d'expérience, en faisant une visite une fois pour être moi-même locataire à cette époque-là, en toute franchise, j'étais mieux dans les communs que dans l'appartement, puisque celui-ci était tout simplement dégueulasse. Avant ma visite, l'agence immobilière en responsabilité du bien n'avait pas eu la présence d'esprit de faire passer une petite entreprise de nettoyage. Donc en gros, j'ai fait 2 pas dans l'appartement et puis je leur ai dit, si c'est comme ça, merci beaucoup, au revoir.
Pareil que précédemment, je dirais, dans tes sensations de bien-être, si des points te contrarient, je t'invite à les noter et également à faire un petit retour quand même délicat auprès du vendeur. Voilà, l'objectif étant d'insister sur le message que dans le bien qui vend, tout n'est pas parfait non plus, histoire encore une fois de lui rappeler que tu vas peut-être lui faire une proposition et sûrement en deçà du prix. Troisième point, je valide l'état général de tout, des communs plus des appartements. Donc là, au début, là, tu vois, on parle de se sentir bien, tout ça, tout ça. Là, on rentre dans le concret un peu plus précis. Rien de pire pour moi, quand je visite un bien, que de voir des fils électriques qui pendent de partout, des trucs arrachés non réparés, ou encore au mieux, de la crasse. Je te rappelle que ma méthode, elle est quand même relativement simple, c'est d'acheter en l'état, car je n'ai pas de temps à perdre. Donc il faut qu'en l'état, cela me convienne et que je ne commence pas, après mon acquisition, à arranger des trucs, bricoler des conneries, sachant éperdument que j'en aurai de toute façon plein à faire après. Concernant l'état général, je te rappelle bien entendu l'importance de te fier aux différents diagnostics que tu auras à ta disposition comme l'isolation et l'électrique. Mais des diagnostics, il y en a plusieurs qui t'indiqueront par exemple la présence de nuisibles dans ton bien, comme par exemple les termites, ou de matériaux qui nécessiteraient potentiellement d'être recouverts, comme l'amiante par exemple. Ces diagnostics sont très importants, désolé je me répète, car s'il y a des défauts, il te sera en gros, pour moi, obligatoire de faire réparer par sécurité. Sinon, pour toi, malgré que tu aies souscrit ta fameuse assurance propriétaire non occupant, ta responsabilité personnelle pourrait être remise en cause du fait que les réparations à effectuer, elles sont concrètement marquées sur l'acte de vente et en plus lues et énumérées chez le notaire. Donc en gros, j'ai envie de dire que tu n'as pas le choix. Comme je te l'ai indiqué dans une vidéo précédente, rien ne t'empêche de te rapprocher d'un ou deux artisans en vue de leur demander un devis pour réparer cette anomalie sur ton diagnostic. En gros, si ça fait 200 balles, j'ai envie de te dire, il faut quand même réfléchir. Quatrième point, la toiture. Oui, la toiture. Il est important que tu demandes à voir la charpente et le toit ou qu'on te fasse des photos et qu'on te transmette les dernières factures afin de voir que tout est bien en état. Et idéalement a été refait tout récemment, mais là j'en demande peut-être un peu trop. Je t'assure qu'à l'œil nu, même sans être un grand expert pour ma part, tu verras vite en t'approchant si cela est sain ou pas. En effet, j'en ai vu plusieurs, dont une qui était complètement infestée de termites, et je te confirme qu'on le voit facilement à l'œil nu dès qu'on s'approche un peu. N'hésite pas, en cas d'inquiétude sur ce point, à te faire assister par un ou une collègue à toi, voire un artisan plus aguerri sur le sujet. Point 5, je crois que c'est mon point ça, l'humidité. Un point sur lequel je suis attentif, voire extrêmement attentif, l'humidité. En effet, je t'invite vivement à regarder, comme je le fais moi, on dirait d'ailleurs un débile, dans tous les coins de chaque pièce que tu visites. Et surtout sous les toits, au niveau de la charpente et de l'isolation. Qu'il n'y ait pas, en fait, si tu veux, je recherche des traces de moisissure. Sinon, je note, bien entendu, sur mon fameux calepin, et je demande des explications aux vendeurs. D'ailleurs, je t'avouerai que pour moi, s'il y a trop de traces d'humidité, là, ça risque d'être un point quand même rédhibitoire. Concernant l'humidité, et t'as compris, c'était ultra important pour moi, je t'avouerai que mon dada, je dois être un peu bizarre d'ailleurs, c'est d'aller visiter les biens les jours de pluie. Justement pour voir ou entendre une quelconque infiltration d'eau. Et quand je n'entends rien et que tout me semble parfaitement hermétique, eh bien me voilà tout simplement rassuré. Point 6, le locataire. Et oui, puisque là, aujourd'hui, c'est la première prise de contact avec ton potentiel locataire. Donc, je vérifie, en fait, je vérifie très simplement si la personne, déjà, elle semble agréable à vivre, un sourire accueillant, par exemple, me fait du bien, et ne râle pas pour rien dans les 10 minutes de notre conversation. Sinon, je le classifie facilement en pénible. La personne semble bien ici. Je lui pose en général la question directement et c'est là que tu peux déceler s'il y a des problèmes de bruit, etc., etc. Je vérifie également si l'appartement est propre ainsi que si la personne a une tenue correcte. Ça veut simplement dire pour moi que la personne est respectueuse de son appartement mais également des autres avec ma venue.
Après, 2 questions à la con, hein. Que faites-vous dans la vie? Et vous travaillez loin. 2 questions anodines qui me permettront de savoir quelques petites informations sur les finances de mes nouveaux locataires et surtout combien de temps ils vont rester. Je dirais que pour moi, une fois que j'ai validé ça, ben, c'est suffisant, en tout cas dans le cadre d'un premier contact avec ce potentiel locataire. Point 7, et non des moindres si tu veux pas te faire couillonner, le dernier rapport d'AG du syndic de copropriété. C'est un petit point important si jamais te prend l'envie d'investir dans un appartement en immeuble en résidence. Je te conseille vivement de le demander, ce dernier rapport de l'Assemblée générale du syndic de copropriété. Tu vas me dire pourquoi? Eh bien, tout simplement car si l'année prochaine, le gentil syndic a voté de refaire toute la façade de l'immeuble ou toute autre joyeuseté de ce genre, eh bien, ça sera en partie à ta charge. Et cela pourrait mettre vraiment un coût financier important, voire énorme, à l'investissement que tu es sur le point de faire. Donc, en tout cas, si tu as envie d'investir dans un appartement, en immeuble ou en résidence avec une copropriété, je t'invite vivement à le demander et à le regarder. Point 8, dernier point avant le départ avec le vendeur. Donc j'aime bien, avant de se dire au revoir définitivement, t'as compris, je suis chiant, qu'on valide quelques points ensemble, comme tout d'abord les documents transmis et surtout leur montant. Et ensuite, eh bien, ce que j'aime bien, c'est refaire un petit topo de la visite sur les points positifs. Il faut quand même instaurer un petit climat de confiance avec ce brave monsieur. Et surtout les points négatifs, les plus gros quand même que j'ai rencontrés, afin d'enfoncer le clou dans son esprit. T'as bien compris que j'allais peut-être lui faire une proposition, et sûrement inférieure au prix qu'il attend. Et je conclus quand même cette petite entrevue par 3 questions simples que je te partage. Donc la première, anodinement, alors du coup, côté travaux, il n'y a rien à faire, on est bien d'accord là-dessus. Il faut vraiment être malhonnête dans un tel cas, avec une telle question et avec mes yeux de merlan frit, pour répondre « Oh non, non, je vous assure, il n'y a rien du tout ». Souvent, j'ai face à moi quand même des vendeurs honnêtes, donc ils me donnent un bout de réponse qui parfois me permet de déceler des travaux à effectuer, souvent non urgents, c'est vrai, mais des travaux quand même. Et qui dit travaux, tu le sais, dit argent. Leur réponse à cette question, et je pense que je ferai pareil, commence souvent par alors, dans l'immédiat, non, mais. Et là, il commence à m'énumérer en fait quelques points à avoir en lisibilité, et c'est toujours intéressant pour moi d'avoir à l'esprit, puisque ça me permet de me projeter sur le futur, dans le cadre des futurs travaux que j'aurai à faire, justement. Point 2, ben, je lui demande pourquoi il vend, tout simplement car son bien semble sur de nombreux points intéressants. Là, pareil, la réponse dépendra de l'honnêteté du vendeur, mais des fois j'ai eu des réponses un peu franches, et c'est ça que j'aime bien, comme « Ah ben cela me prend beaucoup de temps ». Alors, le mec, il a un appartement dans une résidence avec un locataire qui est là depuis 10 ans, et le mec me dit « Cela me prend beaucoup de temps ». Donc là, tu vois, je l'interprète comment? Ben, tout simplement que je suis face à un locataire qui est potentiellement pénible. Donc là, pareil, ce sont des points intéressants à déceler. Point 3, bon, je ne sais pas si tout le monde fait ça, mais en tout cas, moi, je le fais tout le temps. Avez-vous déjà eu une offre sur ce bien? Car si vous en avez une, en tout cas, j'aimerais bien être informé pour me positionner également. À cette question, ben, je t'avouerai que j'ai su parfois les offres qui avaient été faites et refusées, et surtout à combien. À l'image, si tu veux, de la dernière acquisition que j'ai faite, la fameuse petite maison de village à 40 000 balles, où en fait la maison était en vente à 46 000, et la gentille dame de l'agence m'a dit qu'il y avait une offre effectivement qui avait été faite à 36 000, mais refusée. Et que d'ailleurs le vendeur avait été piqué au vif par cette offre si inférieure au prix, et que du coup il ne voulait plus aucun rapport avec ce potentiel acquéreur. Donc moi j'arrive là comme une fleur, on m'indique ça, donc je propose derrière bien tout simplement 40 000, en sachant déjà que j'étais rentable à 46 000. Et bien voilà, donc mon offre a été acceptée et c'est plié boutique. Je t'avoue que si je n'avais pas posé cette question anodine, eh bien peut-être j'aurais fait la même proposition que l'acquéreur d'avant, c'est-à-dire une proposition à 36 000. Bon voilà, là tu as terminé ta visite, félicitations, tu as obtenu et checké l'ensemble des infos qu'il te fallait, et donc là qu'est-ce que je fais moi? Eh bien je cours chez moi, j'ouvre mon ordi et je complète le fameux fichier Excel que je te partage à l'écran, qui synthétise l'ensemble des informations relatives à mon bien. Donc, les critères qu'on vient d'énumérer, plus les 7 critères capitaux qui vont m'aider à prendre ma décision finale.
Je te montre rapidement mon fichier avec les différents critères, les codes couleurs pour distinguer si c'est bon, très bon ou pas bon du tout. Mon système de notation, ou sur les aspects qualitatifs, je dirais je mets plus, moins, moins, moins. Les infos de rentabilité que j'utilise en mettant tout simplement investissement initial, trésorerie dégagée et le fameux ratio de rentabilité où je fais en fait la trésorerie dégagée divisée par l'investissement initial qui me permet de comparer les biens entre eux. Donc à partir de ce fameux fichier vont se dégager quelques biens, 2 ou 3 en général, qui vont vraiment t'attirer. Si tu as fait correctement les choses et que tu as su mettre le vendeur dans ta poche, tu peux compter sur le fait qu'il te recontactera s'il a une proposition, et surtout s'il n'a pas une proposition à son prix, puisqu'en fait, il va gentiment compter sur toi lui aussi pour lui faire une proposition plus intéressante. Donc encore une fois, là, tu vois, rien ne sert de courir, il te faut bien valider justement étape par étape ton projet d'investissement. Et en général, moi, c'est à ce moment-là que je m'en vais aller faire mon petit tour auprès de nos meilleurs amis, les banquiers. Mais ça sera l'objet de la prochaine vidéo, je trouve que celle-là est déjà bien assez longue. Désolé, je me dis il faut que je fasse du contenu plus court, mais j'y arrive jamais, j'ai toujours plein de trucs à te raconter. Donc, comme d'habitude, par contre, si tu as profité de cette vidéo, mais que tu n'es pas encore abonné, j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que tu fous, bon sang, abonne-toi vite. Bon, trêve de conneries, voici l'heure de la citation du jour, qui est un proverbe chinois, malheureusement d'auteur inconnu, mais que je trouve particulièrement inspirant, c'est pour ça que je te le partage. Si le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans, le deuxième meilleur moment est maintenant. À bon entendeur, salut!